diffusion audiovisuelle du sport. Nous recevons aujourd'hui le groupe Iliad, représenté par M. Maxime Lombardini, vice-président, et Mme Ombline Bartin, directrice des affaires publiques. Madame, Monsieur, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation à cette audition qui est, je le rappelle, retransmise en direct et en différé sur le site de l'Assemblée nationale. Free, propriété du groupe Iliad, est titulaire d'un lot de diffusion de la Ligue 1 sur la période 2018-2024. Le lot numéro 6, comprenant des extraits de tous les matchs du championnat en quasi-direct. Ce lot de quasi-direct était une innovation de l'appel d'offres de 2018 et n'avait jusqu'alors jamais été proposé. Peut-être était-il taillé sur mesure pour vous, vous pourrez nous le confirmer. Quoi qu'il en soit, Free s'est alors engagé à payer la somme de 42 millions d'euros par saison pour le lot. C'était déjà une belle somme, elle est devenue plus belle encore quand le prix de vente du championnat s'est finalement établi à 660 millions d'euros après réattribution des droits à Amazon. Vous pourrez nous expliquer votre vision des événements ayant agité le football français depuis 2018 et votre position aujourd'hui. Plus généralement, il serait intéressant de vous entendre sur ce qui représente le sport, et en particulier le football, pour une entreprise comme Free. Sans plus attendre, je vous cède la parole, Monsieur Lombardini, pour un propos liminaire d'une dizaine de minutes, qui sera suivi d'un échange de questions-réponses avec notre rapporteur, Monsieur Cédric Roussel. Et merci beaucoup, bonjour. Merci de nous auditionner aujourd'hui sur un sujet qui est particulièrement d'actualité et important pour nous et pour, je pense, les opérateurs télécoms en général. Quelques mots d'abord sur la relation d'Iliad avec l'audiovisuel, puis avec plus précisément les offres audiovisuelles de sport, assez brièvement. Donc, depuis la création de la société, il y a un peu plus de 20 ans, nous développons une stratégie qui est d'abord de fournisseur d'accès fixe et depuis 2012 mobile. Ce qui veut dire qu'on déploie des réseaux et des terminaux pour offrir à nos abonnés la meilleure connectivité possible. Certaines des offres de connectivité intègrent une dimension audiovisuelle. Ce sont notamment les offres dites triple play que tous les Français connaissent, qui permettent à nos presque 7 millions de foyers abonnés d'accéder à l'Internet, mais également à la téléphonie et à des offres audiovisuelles. Pour élaborer cette composante audiovisuelle, on s'appuie essentiellement sur des accords commerciaux avec les éditeurs tiers. Ainsi, c'est notre stratégie depuis l'origine, nous ne sommes pratiquement jamais éditeurs des services que nous proposons. Nous nous appuyons sur les compétences des groupes existants, français, européens, américains ou autres. Et on souhaite, c'est notre stratégie, être un distributeur œcuménique, c'est-à-dire proposer tout ce qui est disponible sur le marché français. On ne recherche pas, même si on ne les rejette pas, les exclusivités à tout prix. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est vraiment que nos abonnés puissent accéder dans les meilleures conditions à la fois de confort et d'accessibilité tarifaire à toutes les offres disponibles. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, on propose à nos abonnés plus de 600 chaînes et services sur à peu près toutes les thématiques et sous à peu près toutes les formes. Donc, on a des chaînes nationales, des chaînes locales, des chaînes étrangères. On a des services linéaires et des services plutôt en télévision de rattrapage, d'autres en vidéo à la demande, en SVAD, en téléchargement, ce qu'on appelle l'IST, et on a bien sûr des offres premium. Donc ça, c'est la stratégie globale vis-à-vis de l'audiovisuel et qui fonctionne, je pense, plutôt bien. Nos abonnés en sont satisfaits et consomment beaucoup d'offres audiovisuelles au travers de nos offres fixes, mais également mobiles. Alors, quelques mots plus spécifiques sur les offres audiovisuelles de sport ou intégrant une dimension sportive. Bon, première chose, tout ce qui concerne, je crois que vous avez auditionné notamment France Télévisions, la diffusion du sport sur les chaînes en clair, on ne peut que former le vœu que la qualité des événements et le volume diffusé augmentent encore. Nos abonnés en profitent très directement puisqu'on distribue sur nos réseaux l'ensemble des chaînes de la TNT en clair. Le cœur du sujet pour nous, l'enjeu stratégique, il est plus sur la télévision payante. Longtemps, les deux principaux diffuseurs du sport en pay TV en France ont été Groupe Canal
et Eurosport. Puis sont arrivés beIN Sport, Altis et brièvement Mediapro et tout récemment Amazon. On s'est efforcé de contractualiser avec chacun d'entre eux, sauf Altis, qui est un concurrent direct sur le marché des télécoms avec lequel nous n'avons pas trouvé d'accord. Et si on a contractualisé avec tous, c'était toujours avec l'objectif d'offrir à nos abonnés le maximum de sport en télévision payante, en recherchant également toujours le confort d'utilisation. Et donc on a brièvement, depuis presque 20 ans, diffusé les offres de Canal+, dans des accords commerciaux que je qualifierais d'assez positifs, puisqu'on a un engagement de promotion commerciale assez fort, en contrepartie de quoi on ne supporte pas de minimum garantie. Donc on a de ce fait un partenariat fort et ancien qui, je pense, a plutôt bien fonctionné. Eurosport a été disponible dans un premier temps via Canal Satellite. Donc les abonnés de Free souhaitant accéder à Eurosport s'abonnaient à Canal Satellite pour recevoir la chaîne. Et puis en 2016, on a fait un accord commercial qui nous permettait de proposer Eurosport directement dans plusieurs de nos offres basiques. Donc, pour rendre ainsi disponible un grand nombre de sports, parfois un peu plus pointus que strictement la Ligue 1, à nos abonnés. Depuis sa création en 2012, on a une relation très constructive avec beIN Sport, qu'on a distribué sans interruption. En 2020, on a diffusé Téléfoot jusqu'à sa fermeture. Et depuis qu'elle a été lancée, nous proposons l'offre Ligue 1 d'Amazon sur nos réseaux. Et l'offre d'Altis Sport, elle n'a pas été contractualisée directement, mais nos abonnés peuvent y accéder au travers de l'offre OTT, ce qui est un petit peu moins confortable que quand la chaîne, le service, est intégré complètement à notre offre. Mais l'OTT a l'avantage de permettre à nos abonnés qui le souhaitent d'accéder aux produits. Donc, comme je vous le disais, par ces contrats, on a toujours eu un objectif très clair et très simple, c'est d'offrir à nos abonnés un accès qui soit simple à l'exhaustivité des offres intégrant une dimension sportive. Donc ça a été un peu l'histoire jusqu'à début 2020. Et les développements ensuite, depuis 2018, que vous évoquiez tout à l'heure en introduction, ont un petit peu, je ne sais pas s'il faut dire changer le paysage, mais en tout cas amènent à quelques réflexions. Début 2018, la Ligue de football professionnel a organisé un appel d'offres dans un contexte qui nous est apparu un peu porteur de risques. Je m'explique. Première chose, c'était le cadre. Le cadre nous semblait susceptible de favoriser des offres que je qualifierais d'audacieuses, dans une forme d'understatement, avec une faculté de sous-licence très large, avec une absence de garantie financière demandée et pas de paiement avant les semaines précédant le début du championnat 2020, alors même que les droits étaient attribués mi-2018. Donc, c'était quelque chose susceptible de faire venir de nouveaux acheteurs, et c'était pour nous un risque potentiel important. On avait d'autre part une vive concurrence sur le marché des télécoms. J'évoquais notamment Altis qui avait acquis pour un prix élevé la Ligue des Champions. Et puis il y avait des rumeurs sur un intérêt de ceux qu'on appelle les GAFA pour des droits dont ils se tenaient jusque-là à l'écart. Et c'est dans ce contexte assez particulier qu'on a décidé, pour sécuriser notre situation, puisque le football, la Ligue 1 en tout cas, peut avoir des impacts commerciaux sur le marché des télécoms. Si on se retrouve dans une situation où un acteur en prend l'exclusivité et soit nous refuse l'accès parce que c'est un concurrent, soit demande des minimums garantis très élevés, on peut être dans la situation où on est incapable de diffuser ce produit qui est recherché par les abonnés. Et c'était pour se prémunir de cette situation que nous avons décidé de faire une offre sur le lot 6, que vous avez brièvement décrit, qui sont en gros, qui a une grande qualité, c'est d'être l'exhaustivité de la Ligue 1, c'est-à-dire la totalité des matchs de la saison. C'était le seul lot proposant cela, avec simplement un petit
Petite spécificité, que c'est un très léger différé, quelques dizaines de secondes, et une utilisation uniquement d'extrait. Donc, nous avons obtenu ce lot, et vous connaissez la suite des événements. On a eu des discussions, je crois, comme nos concurrents FAI, assez tardives sur la distribution avec Mediapro, c'est-à-dire qu'on est resté dans une forme d'incertitude sur les modalités de commercialisation jusqu'à quelques mois avant le début du championnat 2020, qui était l'ouverture des droits. D'autre part, on n'a pas vraiment de jugement à porter, mais le prix de vente du produit téléfoot nous a semblé assez élevé par rapport à ce qui se faisait jusque-là. Pour un nouvel acteur qui n'était pas très bien identifié par le public, la crise sanitaire venue au-dessus, ça a été un échec commercial, avant même les difficultés financières. D'un point de vue commercial, ça n'était pas quelque chose de très fort. Et ensuite, les contentieux, les droits repris par Amazon, enfin les droits de Mediapro repris par Amazon pour moins du tiers du prix initial. Et nous, je dirais, notre lot 6, qui demeure à son prix de 2018, alors que la valeur du produit Ligue 1 a été divisée par plus de 2, et même 3 si on regarde les lots réattribués à Amazon. Donc une réelle insatisfaction nous concernant, puisqu'on a l'impression que cet appel d'offres, même si les contentieux qui ont été initiés par d'autres à l'autorité de la concurrence ou ailleurs n'ont pas à ce jour prospéré, on a le sentiment d'avoir été quelque part amené à payer un prix très élevé dans un processus spéculatif en 2018, qui n'a jamais affiché quelque part, qui n'a jamais produit un vrai prix de marché, puisque celui qui payait l'essentiel du prix de 2018 n'a en fait pas payé. Et on se retrouve, nous, à la fin de l'histoire, à être un peu dindon de la farce. Donc, si je peux émettre quelques points de vue modestement sur cette séquence, puisque je pense que c'est un peu l'objet de votre travail que de regarder le futur. Le constat, d'abord sur le plan industriel, j'enfonce une porte ouverte, mais l'attribution des droits de la Ligue 1, il a des impacts bien au-delà du financement des clubs. Sont notamment susceptibles d'être affectés, ce qui nous intéresse directement, le marché des télécoms. Et c'est un aspect, je pense, qui, au-delà de notre intérêt propre, est important pour le pays, que le pays soit bien équipé d'opérateurs en bonne santé. C'est quelque chose qui a du poids, on a pu le voir sur les 2 dernières années. Et c'est vrai que si soit un opérateur télécom, soit un tiers achète l'exclusivité, je l'évoquais tout à l'heure, et refuse de mettre à disposition les droits à ses concurrents ou bien demande un montant trop élevé, ça peut avoir un effet de déstabilisation important sur le secteur des télécoms. Et le deuxième point, qui nous concerne moins directement, mais que vous avez sûrement bien identifié, c'est que le financement de la création peut être impacté très directement si le football vient affaiblir notamment Groupe Canal+, qui aujourd'hui est l'un des financeurs importants, notamment du cinéma français. Donc je pense qu'il faut, c'est une évidence, réfléchir aux modalités d'attribution de ces droits, pas seulement en pensant à la maximisation de leur valeur pour les intéressés les plus directs, mais sur l'impact sur l'ensemble de l'économie française. La deuxième leçon, c'est que les GAFA, qu'on a mis beaucoup en scène, ont finalement eu une approche très prudente lors des appels d'offres récents, pas seulement sur la Ligue 1. Amazon est venu de manière, je dirais, opportuniste, dans le bon sens des choses, sur la Ligue 1, parce qu'il y avait moyen d'obtenir des droits très forts à un prix véritablement cassé. Mais sur les autres appels d'offres récents, que ce soit la Ligue 1 dans le début du processus, la Ligue des Champions, la Première Ligue anglaise, le rugby, il me semble que les GAFA n'ont pas été très actifs, n'ont pas été très présents. C'est juste un constat. Deuxième constat, vis-à-vis des amateurs de football, la première chose, alors là, sur laquelle on a une vraie expérience sur un grand nombre d'années, c'est que les abonnés doivent se voir proposer un accès qui soit simple, avec la télécommande, exhaustif, c'est-à-dire éviter d'avoir
pas seulement la Ligue 1, mais aussi la Ligue des Champions, les championnats étrangers, qui soient dispersés sur un grand nombre de services. Donc d'avoir un accès qui soit simple, exhaustif et à un tarif raisonnable. Parce que le fait est que sur le marché français, en tout cas, nos concitoyens ne sont pas habitués à payer un prix très élevé pour les offres premium. Donc c'est un élément qu'il faut prendre en compte, parce que si l'offre est compliquée d'accès, dispersée sur plusieurs services et chère, il se passe deux choses qu'on a pu constater. Soit les Français se détournent du spectacle, et il y a une réalité, c'est que les audiences baissent, soit ils se tournent vers le piratage. Et on n'est pas des adeptes du piratage, mais c'est une réalité que quand l'offre est complexe, mal identifiée, nos abonnés peuvent chercher les choses là où elles sont. Et d'autre part, on a vu aussi au fil du temps que les abonnés rechignent à cumuler un grand nombre d'abonnements. C'est vrai pour le sport comme pour le reste. Donc, si on veut maximiser, je dirais, la pénétration des offres légales, c'est important d'avoir des offres assez complètes, bien identifiées, bien marketées. Et puis la deuxième chose, là aussi on a une expérience sur plusieurs années avec plusieurs acteurs, c'est qu'il semble se confirmer que le potentiel d'abonnement pour une offre de football, même de très grande qualité, n'est pas infini. Et ça a une conséquence, c'est que la valeur du produit football n'est pas infinie non plus. On peut la faire monter de façon, je dirais, un peu artificielle, en créant des appels d'offres, en allant chercher des acteurs de toutes sortes, et en essayant de créer une valeur spéculative. Mais si on regarde dans la durée, la capacité des opérateurs à rentabiliser le produit dépend du nombre d'abonnés potentiels. Et on a pu voir, notamment à une époque où beIN Sport cumulait beaucoup de droits très forts, la Ligue 1, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde de football, un plafond qu'on n'a pas réussi à dépasser, qui était significatif, mais qui n'était certainement pas à des niveaux permettant de financer des droits à plus d'1 milliard d'euros. Donc, alors, nous concernant, c'était moins que ça. Mais on a vu un petit peu où était le maximum possible d'abonnés sur notre base au moment où beIN Sport cumulait un très grand nombre de droits. Enfin, ils étaient partagés entre beIN Sport et Canal+, mais on voyait qu'à un moment, même à un prix attractif, même avec des promotions, même avec des acteurs bien identifiés, c'est-à-dire connus des Français, ils savaient où aller pour s'abonner, il y a un plafond. C'est-à-dire que, quel que soit le spectacle, on ne peut pas aller chercher un nombre d'abonnés infini. Donc la valeur en découle, et ça doit être, je pense, pris en compte dans les procédures d'attribution ou les objectifs qu'on définit. Donc si je peux terminer par quelques modestes recommandations vues de notre position d'opérateur de télécom non spécialiste du sujet, et avec peut-être un petit biais qui est notre intérêt à nous, c'est que, je dirais même dans l'intérêt du financement durable des clubs, dans l'intérêt du financement durable de la création, et pour que le secteur des télécoms ne risque pas tous les 3 ou 4 ans la déstabilisation ou de devoir jouer à la roulette russe, il faudrait respecter 3 principes. Le premier, c'est que les appels d'offres ne favorisent pas la spéculation, mais la création de partenariats industriels solides. Et pour ça, il faudrait à minima imposer des garanties financières significatives aux candidats et encadrer la faculté de sous-licence. Alors je sais que les garanties financières n'avaient pas été demandées jusque-là dans les appels d'offres précédents. Je l'ai entendu souvent, mais je pense que la situation est différente quand vous contractualisez pour la 5e, 6e fois avec Groupe Canal qui a toujours payé, quand vous contractualisez avec Orange, côté à Paris, quand vous contractualisez avec le Qatar, qui apparaît quand même comme un État solvable, et quand vous contractualisez avec un groupe tout à fait respectable, Mediapro, mais qui est détenu par plusieurs holdings qui terminent à l'étranger, et dont on a pu voir que c'est très compliqué d'agir en justice dans ce contexte. Et d'autre part, ne pas demander de garantie financière quand on attribue des droits mi-2018 alors que le début du championnat est mi-2020. Laisser 2 ans les choses un petit peu comme ça en l'air, ça apparaît comme susceptible de provoquer je dirais des calculs qui ne sont pas purement industriels et économiques. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on pense qu'un candidat qui s'engagerait à fournir également son offre en OTT
pour permettre à tous les Français, quel que soit le cas de figure, d'accéder au service. Alors pas dans les meilleures conditions de confort, hein, c'est mieux quand le service est intégré à nos offres, comme je l'expliquais, accessible sur les box, mais l'offre OTT, elle permet au moins d'assurer une réponse d'abord face au piratage, c'est-à-dire si l'offre est disponible en OTT, personne ne peut dire je l'ai piraté parce que c'est pas disponible, et d'autre part, c'est un moyen quelque part de répondre à une forme d'intérêt général en donnant à tous l'accès à la Ligue 1. Et puis le troisième point, bon, d'une part, on n'est pas favorable à un allongement des droits. On pense que 3 ou 4 ans, ça suffit. Que si on va sur des choses plus longues, ça va encore aller plus loin dans l'idée de spéculation. C'est de se dire, je peux attraper un produit incontournable et derrière, j'aurai du temps pour le monétiser. Ça ne nous semble pas une bonne approche. On croit beaucoup plus aux approches industrielles. Et pour les favoriser, on pense que la note dite qualitative, puisque vous savez que les attributions se font avec 2 notes. En gros, si je ne me trompe pas, le dernier appel d'offres, c'était 90% le prix et 10% l'appréciation qualitative du candidat. Nous pensons, mais ça nous est propre peut-être, que le poids de la note qualitative devrait être plus élevé. Dans la note qualitative, on peut mettre beaucoup de choses qui sont à définir, mais notamment, est-ce que c'est un candidat qui est déjà présent sur ce marché, qui a déjà des accords de distribution, ce qui assurera la pérennité de l'offre? Est-ce que c'est un candidat qui dispose déjà d'une implantation et d'équipe et qui a démontré sa capacité à faire? On peut aller plus loin. Est-ce que le projet, mais là peut-être ça s'éloigne des stricts intérêts des clubs et de la Ligue, donc c'est plus l'intérêt général. Est-ce que ce candidat est susceptible de contribuer à l'écosystème et à son financement en général au-delà du football? Ou bien est-ce que c'est strictement une offre qui est susceptible de bousculer un peu le financement? Enfin, la liste est longue et elle doit être réfléchie. Et ça ne peut pas être un fourre-tout, mais on pense que attribuer ces droits uniquement sur le critère prix aboutit parfois à des résultats qui ne sont pas, je dirais, ni dans l'intérêt finalement dans la durée des clubs et certainement pas dans l'intérêt général. Donc voilà, ces quelques réflexions, sachant que, je vous l'ai dit, on est un acteur assez indirect. On apporte la télévision à un grand nombre de Français, mais nous ne sommes pas éditeurs, nous ne sommes que très marginalement acheteurs au travers de ce lot 6. Et donc c'est un point de vue de distributeur, opérateur de télécom que je viens de partager avec vous. Merci, oui. Merci. Bien, merci beaucoup, Monsieur Lombardini. Alors, effectivement, vous venez d'exposer de façon très, très complète le point de vue de distributeur, opérateur télécom. Très intéressant. Alors, vous avez évoqué au tout début les 7 millions d'abonnés en triple pay chez vous. Hein. Est-ce que vous avez, moyen de pouvoir identifier parmi ces 7 millions d'abonnés ceux qui consomment, entre guillemets, ce que vous proposez avec le lot 6, c'est-à-dire de larges extraits en quasi direct du championnat de Ligue 1 ou pas, et de mesurer les audiences. Parce que là aussi, c'est très important pour nous. On a eu quelques vous évoquiez France Télévisions, la chaîne L'Équipe qu'on a auditionné la semaine dernière, et puis aussi des plateformes OTT. On a eu des audiences qui nous ont paru très intéressantes en termes de diffusion. Ma deuxième question, puisque vous avez évoqué une offre complète, bien identifiée, simple et abordable du point de vue des tarifs, puisque un des problèmes quand même auxquels tous les acteurs que nous auditionnons nous renvoient, c'est aujourd'hui il faut dépenser souvent pour une offre complète. Aujourd'hui, je parle du football, mais aussi des autres sports, pas que le football, entre 30 et 50 euros, bien souvent, en France. Ce qui est effectivement une somme et un prix considéré comme très élevé par nos concitoyens. Enfin, en tout cas, la consultation citoyenne nous aidera d'ailleurs à le mesurer. Votre offre, vous, donc du coup, j'imagine c'est compris dans l'offre triple play, c'est ça, de Free. Et donc, ça revient à combien exactement? Et puis, vous avez évoqué le fait que l'appel d'offres devrait inclure un lot, ou en tout cas une possibilité d'inclure une offre OTT, ce qui effectivement serait un bon moyen d'accroître la visibilité et l'exposition des programmes de diffusion.
Est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes satisfait de la délimitation de votre lot que vous avez acquis? Je ne parle pas du prix, hein, parce qu'on l'a évoqué, vous l'avez évoqué. Bon, il y a eu cet épisode Mediapro entre-temps, mais en tout cas sur la configuration du lot 6, est-ce que c'est un lot qui vous convient et qui vous conviendrait, y compris à l'avenir, de poursuivre? Oui. Alors sur les quelques chiffres qu'on peut vous donner aujourd'hui, donc l'application a été téléchargée sur le mobile environ 800 000 fois. Et sur nos box, puisque c'est accessible également sur un canal de notre box Triple Play, un peu plus de 300 000 fois. Aujourd'hui, on voit autour de 500 000 utilisateurs par vidéo. Voilà, donc ce sont des chiffres qui donnent une certaine volumétrie et qui montrent l'appétence pour l'accès à un contenu facilement accessible et gratuit pour nos abonnés. L'offre est accessible, inclus dans les offres Triple Play pour nos abonnés. Elle a été pendant une année afin de favoriser la large diffusion, et elle est bien accessible en OTT pour tous les abonnés qui le souhaitent, quel que soit leur distributeur, quel que soit le support de diffusion. La volonté étant vraiment de permettre à tous de pouvoir y accéder sans qu'il y ait de limites. Pendant les premiers jours de la compétition, et elle est ensuite à 3,99 €. Bonjour, merci d'être présent. En clair, j'ai envie de dire, puisque vous avez accepté donc d'être auditionné en public. C'est donc visionnable sur le site de l'Assemblée nationale. J'ai l'impression d'avoir une chaîne, moi, qui s'appelle l'Assemblée nationale et de faire de la production. Mais je rappelle ici, c'est important. Exactement. Moi, j'avais juste une question concernant, donc, vous avez parlé de la volumétrie. Est-ce que vous avez vu une évolution de la volumétrie en fonction de, puisque vous l'avez dit vous-même, donc, j'ai envie de dire, la stratégie commerciale de diffusion de Mediapro est arrivée un peu sur le tard, vis-à-vis des consommateurs aussi. Je pense que ça a participé, en tout cas, à des difficultés peut-être supplémentaires que s'est ajouté Mediapro. Mais est-ce que vous avez vu une évolution de la volumétrie en fonction justement d'une part, la première diffusion avec Mediapro, la chaîne Téléfoot, et maintenant avec Amazon? D'abord, c'est un produit, vous l'évoquiez en introduction, qui est assez nouveau. Donc, sur le fonctionnement, et pour répondre peut-être à la dernière question de monsieur tout à l'heure, sur la configuration du lot 6, c'est une offre en push, comme on dit, c'est-à-dire que ce n'est pas une diffusion linéaire. On propose à l'abonné qui a activé le service des actions, des buts, etc. Et c'est lui qui va cliquer pour regarder les images. Donc, naturellement, s'il y avait des choses, pour répondre à votre question sur la configuration du lot, qui nous permettait de demander moins de choses à l'abonné pour lui proposer de façon plus directe, ce serait mieux. Mais bon, c'est un peu le jeu aussi de ce découpage. On ne peut pas avoir tout le produit sans contrainte. Donc, ensuite, vous dire qu'on voit des choses par rapport à Mediapro, par rapport à Amazon, franchement, aujourd'hui, non. C'est un peu tôt. Tout ça a été pas mal bousculé, hein, qui diffuse, à quel moment, à quel prix. Donc aujourd'hui, on ne voit pas véritablement d'évolution. Et notre produit lui-même a aussi pas mal évolué. Enfin, entre le lancement et aujourd'hui, le produit n'est pas le même. Il s'est beaucoup amélioré en fonctionnalité, en produit d'accompagnement, puisque ce n'est pas seulement les images, il y a également un certain nombre d'émissions associées. Donc on voit une attractivité qui augmente. Vous dire qu'on suit et qu'on arrive à voir précisément ce qu'il en est en fonction des offres concurrentes, ce serait vous mentir. Vous avez des études qualitatives sur, par exemple, le public, les tranches d'âge qui consomment plus les extraits que vous venez de mentionner? On nous dit que les plus jeunes aujourd'hui consommeraient plus, on va dire, des images ou des formats plus courts,
voilà, ou des extraits que l'intégralité d'un match de 90 minutes. Vous l'avez constaté ou... On n'a pas d'études, mais mais ça paraît, oui, ça paraît assez clair et évident que à la fois le mode de consommation est plutôt celui de nos abonnés les plus jeunes, et d'autre part le fait qu'il y ait des actions à faire pour visionner le produit mène probablement à une population plus familière de l'utilisation de ce genre de produits plus clippés, comme on dit, qu'une diffusion linéaire pendant l'ensemble d'un match. Bon, là, on parle de données confidentielles industrielles, hein, je sais. Bon, même si ça nous intéresse politiquement, puisque vous avez compris que l'exposition au plus grand nombre est un enjeu de, en tout cas, on va dire entre guillemets politique aussi, puisque c'est permettre l'exposition du foot au plus grand nombre et encourager, en tout cas, son attractivité aussi dans les stades, mais également dans sa pratique. Je voudrais revenir sur sur le début de l'histoire, malheureusement, la malheureuse histoire donc de l'appel d'offres de 2018, en tout cas qui s'est mal fini. En 2018, j'ai cru comprendre que vous aviez une stratégie défensive quelque part. Vous avez acheté à un prix quand même, donc vous n'êtes pas, je dirais, vous êtes un groupe solide qui avait une forme de rationalité économique comme tous les groupes, tous les candidats. Donc vous êtes basé sur des éléments tangibles, je pense, de valorisation. Donc aujourd'hui, puisque vous avez fait, vous êtes revenu sur la valeur. Donc je comprends dans vos propos que pour vous, la valeur déjà contractuelle des différents lots n'était pas forcément donc au juste prix du marché, à savoir peut-être que je comprends dans vos propos que vous considérez qu'ils étaient surévalués. Donc pourquoi ? Si c'est le cas, pourquoi cet avis-là ? Et pensez-vous toujours que ce lot donc, que vous avez acquis, ce lot 6, est surévalué compte tenu de l'exploitation que vous en faites ? Et avez-vous demandé à renégocier ce lot-là ou pas avec la Ligue professionnelle de football et qu'en a été, si c'était le cas, le résultat des négociations? Bon, on croit savoir qu'il n'y a pas eu de renégociation, mais en tout cas, est-ce qu'il y a eu une volonté de négocier de votre part, de renégocier de votre part également? Donc effectivement, si nous avons été candidats en 2018, c'était, on a essayé de le faire de façon rationnelle. C'était de se dire jusqu'à quel prix on peut prendre une forme d'assurance pour se prémunir de la situation où un autre acteur nous retirerait d'une manière ou d'une autre l'accès aux droits. Ce qui était un cas de figure pas totalement théorique. Pourquoi est-ce qu'on considère que les prix à l'époque ont été un peu artificiellement inflatés? C'est ce que j'évoquais, c'est-à-dire le fait de demander aucune garantie financière. Tant que c'est les acteurs industriels connus et déjà investis, on peut se dire qu'ils continueront à être rationnels et le risque est faible. À partir du moment où on voit arriver des acteurs qui se disent « je peux jouer sans prendre de risque », ce qui s'est un peu passé à la fin, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu un engagement sur plus de 3 milliards d'euros de l'acteur qui a emporté les droits au début, qui à la fin a payé quelques pourcents de ce prix. Parce qu'il était à l'étranger, parce que... donc, c'est un peu une sorte de casino où vous pouvez jouer à risque très faible. Je me rappelle quand même que le lot sur lequel Mediapro a candidaté, Canal+, n'est pas très loin dans la valorisation. Pas très loin dans sa valorisation, dans sa proposition, il me semble. Sur le lot des 80% des matchs acquis par Mediapro, il n'y avait pas une différence de simple au double dans la valeur proposée par Canal+. Là, je pense qu'on n'a pas les mêmes informations. Il me semble que c'était pas du simple au double, c'était de 1 à 30. Hein. Pardon. Il me semble que le lot sur lequel, alors maintenant je ne sais pas, c'est peut-être effectivement les notes, mais je parle donc du lot principal acquis par Mediapro. Il me semble avoir entendu donc
Monsieur Quillot, mais aussi peut-être la LFP, mais alors maintenant, je demande à vérifier, hein, mais il me semble donc qu'il n'y avait pas un écart de prix qui était énorme sur cette et qu'il n'y a pas eu de bid, comment on appelle ça déjà? Parce que c'est de l'anglais, donc c'est un peu plus compliqué. De bid-up, c'est ça? Match-up, pardon, de match-up, comme c'était possible. Donc moi, c'est l'information que j'ai. Donc il ne me semble pas qu'à l'époque, effectivement, sur ce lot-là précisément, hein, celui qui a été... qui avait de grandes différences. Mais bon, après, il y a eu cette effectivement enchère aussi, hein, on peut en parler, du lot de Bein à 330 millions d'euros. Donc c'est pour ça que je vous pose ces questions-là, mais c'est parce que vous avez participé à ces offres. Mais je veux juste, quand on se remet dans le contexte de 2018 et on a repris les archives un peu, tout le monde avait l'impression, enfin tout le monde était content. Tous les candidats étaient contents, bon, sauf un qu'on interrogera, mais en tout cas qui, par la suite, donc, a acquis par sous-licence à Bein donc un lot au prix acheté par Bein. Donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec cette notion de valorisation, parce que le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est quand même que les droits donc français in fine, ce qui est une des conséquences très certainement de cet appel d'offres donc infructueux, enfin pas infructueux pardon, qui a fait défaut, mais sont 2 fois moins chers, en tout cas 2 fois moins valorisés que le championnat d'Espagne. Et c'est vrai que là, c'est pour ça qu'on interroge aussi, j'ai envie de dire, les Français et les citoyens, parce que sur le papier, j'ai envie de dire, d'un point de vue extérieur, ça semble assez incohérent. Donc ce que vous trouvez irrationnel, c'est le prix de valeur, mais ce prix-là, si on le compare donc à d'autres championnats, c'est là où il est lui-même donc pas très logique, j'ai envie de dire, mais encore une fois, d'un point de vue peut-être qui n'est pas un point de vue industriel audiovisuel. Et donc c'est pour ça que la notion de valeur, et je vous pose des questions là-dessus, sur la logique, j'ai envie de dire, financière de l'attribution des droits TV chez vous. D'abord, sur le prix des 3 premiers lots, hein, on ne va pas revenir dans des choses trop compliquées, mais les droits dits Mediapro, c'était les lots 1, 2 et 3 de mémoire. Et là-dessus, je crois, en tout cas c'est ce qui a été rendu public, que sur le premier lot, je ne me souviens plus quel était le montant, mais les 2 suivants... 330, 250. Oui, mais ça c'était le prix offert par Mediapro, mais le concurrent sur ce lot qui était Canal+, a offert 10 millions d'euros, je crois, sur les lots 2 et les lots 3. 260 sur le 1 et 10 millions après, ensuite il a fait 10 millions. Voilà, donc il n'y avait pas une offre concurrente au même genre de prix. Le prix très élevé proposé par Mediapro n'avait pas d'alternative, il n'y avait pas un autre offreur juste en dessous. C'est ça que je voulais dire. Oui, peut-être, mais on ne se base sur ce qu'a dit Quillot. Donc a priori, il y avait 80 millions d'écart sur ce lot-là, le premier. Sur le premier, mais c'est pas... Mais 80% du championnat. Non, excusez-moi, là vous faites un... Parce que je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais ce sont 3 lots qui font à peu près 800 et quelques millions. Et sur ces 3 lots, Mediapro a proposé ce prix de mémoire 800 et quelques millions, là où Canal+ a dû proposer un total d'un peu moins de 300 millions. Donc il n'y a pas 800 et juste en dessous Canal, il y a 800 Mediapro et 300 sur l'autre offreur. Je crois que tout ça est public. Hein, après, sur la comparaison avec les championnats étrangers, sur les comparaisons avec les championnats étrangers. Non, mais c'est sur votre logique financière, en fait, de valorisation aujourd'hui. Non, mais est-ce que vous pensez... Enfin, on va pas... Vous avez raison, et en plus, on a eu différentes personnes qui sont venues avec des chiffres un peu différents. Non, mais l'idée, c'est que dans le raisonnement, la construction que vous avez eue, aujourd'hui, c'est toujours facile, pour nous en premier, hein, de refaire le match a posteriori. Aujourd'hui, c'est simplement donc pour comprendre quelles étaient les situations de marché. Cet appel d'offres est censé créer une concurrence dans laquelle donc, il y a à la fois une maximisation du prix, mais il ne faut pas l'oublier aussi, bien sûr, également un intérêt pour le consommateur final. Donc c'est cette approche, notamment rapport qualité-prix, ensuite qui a expliqué peut-être, vous l'avez dit vous-même, aussi des difficultés dans la modélisation économique prévue par Mediapro, qui a expliqué aussi une difficulté financière supplémentaire par rapport à d'autres faits, la crise du Covid, etc. Mais c'est juste pour comprendre ça, parce qu'on a quand même l'impression qu'aujourd'hui, on est arrivé sur un marché dans lequel donc, Canal+ avait
quasi-monopole. Donc, est-ce que, je veux dire, c'est simple d'organiser... est-ce que cet appel d'offres est réellement un appel d'offres comme on a l'habitude d'en voir, ou dès le départ, j'ai envie de dire que le jeu est un peu faussé, un peu biaisé par cette position donc, dominante déjà du diffuseur historique, ce qui paraît normal dans la relation. Après, il y a une relation d'intériorité, de confiance, etc. Mais voilà, en somme, est-ce que l'appel d'offres est aujourd'hui quelque chose de cohérent par rapport à la nature même de ce produit-là, produit audiovisuel, par rapport au fait que, vous le disiez vous-même, les impacts peuvent être importants pour les opérateurs, mais aussi pour les acteurs audiovisuels, à un moment donné, s'il y a des défauts comme celui-ci. Donc, à un moment donné, est-ce que l'appel d'offres en lui-même est quelque chose qui est aujourd'hui encore adapté pour la commercialisation des droits TV? Ça, c'est une question qu'on peut avoir. Il faut qu'on reste à notre place d'opérateur télécom, distributeur. Nous, on constate juste quelques petites choses. La première, c'est qu'on aimerait, du fait de notre relation historique, que Canal+ soit dans la situation que vous décrivez, y compris en 2018, mais ce n'était vraiment pas le cas. Il y avait beIN Sport qui était un acteur, il y avait Altice qui venait d'acheter la Ligue des Champions très cher, les GAFA qui sont jamais très loin, et potentiellement des fonds d'investissement qui peuvent s'intéresser à ce genre de produit. Donc on est clairement sur un marché très, très concurrentiel, avec un intérêt fort pour un produit comme celui-là. Mon seul propos était de dire, quand on ne demande pas de garantie financière, on a le risque d'avoir une spéculation, et quand derrière la pénalité de celui qui ne paye pas est finalement très faible, ça n'encourage pas des comportements très, très sains. Et la deuxième chose que je disais, mais je me répète, c'est que le produit football, avec toutes ses qualités, en France, alors c'est peut-être moins vrai en Angleterre, où il est payé beaucoup plus cher, un peu moins vrai en Espagne, où il est payé assez cher. Nos prix sont plus proches de ceux de l'Allemagne quand même, et l'Italie n'est pas si loin non plus, et a eu du mal à attribuer ses droits. Donc il y a un prix, je dirais, objectif d'un point de vue économique, c'est-à-dire un nombre d'abonnés prêts à payer pour un produit. Après, on peut se dire, chacun prend son risque, et si quelqu'un veut faire une perte dessus, la valeur peut être plus élevée, mais on ne peut pas s'affranchir complètement de la réalité qu'on a constatée depuis des années, de combien d'abonnés sont prêts à payer pour ce spectacle, et à quel prix. Et ça donne une recette dont on ne peut pas complètement s'abstraire. Après, est-ce que l'appel d'offres est la seule solution? Elle n'est pas parfaite, mais on n'en connaît pas d'autres. Le gré à gré, je pense qu'il n'y a rien de pire. Ça ouvre toutes les possibilités de compromission. Et je ne vois pas de quelle manière on peut avoir quelque chose de transparent, objectif. Et dans la mesure où c'est un spectacle qui est susceptible d'avoir des impacts très importants, y compris sur d'autres secteurs, je pense que l'appel d'offres et la plus grande transparence est quelque chose d'absolument nécessaire. Alors, on se pose la question depuis le début de l'émission, on a posé la question donc à Mediapro, bien sûr, bien entendu, en premier lieu. Je voudrais juste votre sentiment. Sur, pensez-vous que cet opérateur Mediapro avait l'intention de créer une chaîne et que c'était son intention initiale? Et deux, quand est-ce que Mediapro vous a contacté pour des accords de distribution? Sur votre première question, on n'a pas de raison d'en douter. Enfin, c'est un acteur qui avait pignon sur rue avant de venir en France. Bon, il y avait un petit signal qui aurait pu être pris en compte, c'est que la Ligue italienne avait finalement refusé une offre, je crois, une semaine avant le début de l'appel d'offres français de la part de Mediapro, qui était, je crois, mieux disant. Donc, ils avaient peut-être des éléments d'analyse qui permettaient d'être prudents. Ensuite, la négociation a commencé assez tardivement. C'est vrai que les droits ont été attribués de mémoire mi-2018 pour une saison qui commençait à l'été 2020. Et on a cristallisé la négociation dans les semaines qui précédaient le début du championnat. On a eu très peu de contacts concrets. Et d'ailleurs, on ne savait pas qui était le patron de la chaîne. Enfin, il y avait peu d'éléments tangibles. Encore quelques mois
avant le début du championnat, qui d'ailleurs ont, je pense, inquiété, y compris la Ligue, qui du coup s'en est émue et qui a commencé à, je pense, à mettre un petit peu de pression. Après, nous, distributeurs, on n'avait pas de problème avec ça et pas de problème avec Mediapro. Hein. À partir du moment où il y a une offre, on regarde dans quelles conditions elle nous est proposée. Et quand on a eu un interlocuteur, on a entamé une négociation et qui a abouti relativement vite quand la date du championnat s'est approchée. Est-ce que vous avez eu des demandes de la part de la LFP sur le modèle de distribution, ou plutôt parce que c'était nouveau, mais sur justement votre manière de faire et d'exploiter ce produit, ce nouveau lot? Il n'y a pas vraiment eu de discussion en amont au moment du découpage des lots et du lot 6 en particulier. Alors le lot 6 n'était pas complètement nouveau, c'est-à-dire qu'il y avait déjà eu avant, ils avaient été assez peu exploités ou mal exploités, ou peut-être tout simplement l'époque n'était pas encore venue pour ce genre de produit, mais il y avait déjà des droits, je ne sais plus comment ils étaient appelés, numériques ou quelque chose comme ça dans les appels d'offres précédents. Et je pense que le découpage, les fonctionnalités se faisaient assez naturellement. Et ensuite, une fois qu'on a été attributaire des droits, on a eu des échanges assez nombreux et fructueux avec la Ligue sur la façon de le mettre en place, puisque je pense que c'est une évolution qui nous intéresse nous, mais qui intéresse la Ligue également, puisque c'est un autre mode de consommation du spectacle. Alors, vous avez parlé de la note qualitative. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu ce que vous avez en tête sur justement la déclinaison de cette note qualitative, à savoir donc son calcul, sa composition, et j'ai envie de dire sa pondération par rapport à une appréciation globale, qui était, vous l'avez dit vous-même, donc a priori aux alentours des 10%. Voilà, est-ce qu'on peut avoir davantage de détails? Là, très clairement, je vais plaider pour notre vision des choses, qui est que l'attribution doit se faire dans un but, je dis industriel. C'est par opposition à strictement financier. C'est un petit peu bizarre de rapporter le football à de l'industriel, mais dans un vrai projet économique, avec un vrai projet commercial associé. Dans ce cadre-là, on voit assez bien quels peuvent être les critères qualitatifs. C'est la solidité du candidat. C'est-à-dire, est-ce qu'il a des capacités financières reconnues, appréhendables. La deuxième chose, c'est sa capacité à proposer un produit attractif, c'est-à-dire est-ce qu'il est expérimenté déjà en la matière. Le troisième sujet, mais là, il peut être plus débattu, parce que vous allez me dire, ça favorise les acteurs existants. Nous, ça nous paraît important, mais je pourrais comprendre que d'autres ne soient pas d'accord. Est-ce qu'il y a déjà une expérience sur le marché français? Est-ce qu'il y a déjà des contrats de distribution? C'est l'intérêt du consommateur. S'il est déjà abonné à une chaîne ou un service et qu'au gré des appels d'offres, il peut, en conservant le même service, retrouver le spectacle qu'il aime, c'est mieux que de devoir changer tous les 3 ou 4 ans. Voilà, ce sont quelques idées. Je crois que les critères qualitatifs, ils peuvent être assez nombreux. Après, on peut les étendre encore plus loin. J'évoquais, est-ce que le projet est susceptible de contribuer plus largement à l'intérêt général? Je pense à la contribution à la production, c'est-à-dire de renforcer un acteur qui contribue à la production du point de vue de l'intérêt général, au financement de la création, j'entends. C'est plus vertueux qu'un projet qui serait strictement sans impact ou avec un impact négatif. Mais vu de la Ligue, ils peuvent se dire c'est pas notre sujet à nous. Je le comprendrais. Néanmoins, vous êtes la représentation nationale, c'est des éléments qui peuvent être pris en compte. Et j'évoquais l'offre OTT, un candidat qui s'engagerait par avance. On est assez habitué dans les télécoms, dans les licences, à prendre des engagements sur des choses qu'on ne ferait pas naturellement, mais on se dit, pour l'emporter, on peut avoir intérêt à s'engager, à faire de la couverture d'endroits où on n'irait pas, ou que sais-je.
celui qui s'engagerait à faire une offre OTT disponible pour tous les Français, payante à ces conditions, pourrait être favorisé par rapport à un candidat qui ne le proposerait pas. Ce serait un critère qualitatif, positif. Voilà, c'est des idées, mais ça se raffine et on peut aller très loin. Je crois les spécialistes des attributions et des enchères ont beaucoup de compétences en la matière pour voir de quelle manière chaque critère pèse et de quelle manière ça s'articule avec un critère financier. Bon, on voit bien dans ce que vous dites, on est dans une démarche, une appréciation très globale de l'impact et peut-être des objectifs qu'on pourrait associer, mettre, j'ai envie de dire, à côté d'un objectif de valorisation stricte financière. J'ai envie de dire aussi ce qu'apporte le candidat attributaire en termes d'impact sociétal peut-être ou sur le territoire en tout cas français. Mais est-ce que vous pensez que la LFP a la capacité de pouvoir donc j'ai envie de dire seul mener un peu ce type d'évaluation, de réflexion? Je veux dire par là, ça vient en une question en fait qu'on pose sur le fait qu'aujourd'hui on a quand même le monde audiovisuel et le monde sportif qui sont deux choses qui sont quand même deux industries, on va dire, deux économies, deux écosystèmes qui sont un peu différents, qui se rapprochent une fois tous les 4 ans pour discuter, et des fois ça se passe bien et des fois ça se passe mal. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que un regard, j'ai envie de dire, qui ne serait pas un regard, vous n'avez pas employé le mot de transparence, mais c'est pas tant ça, mais j'ai envie de dire de stratégie qui soit donc et qui puisse justement intégrer toutes les dimensions qu'on le souhaite, alors pour le coup politiquement, à savoir bien mettre en avant tous les leviers que permet le sport, d'un point de vue économique, d'un point de vue donc j'ai envie de dire de santé publique aussi, de cohésion sociale bien sûr, mais aussi d'inclusion par le sport, enfin j'ai envie de dire de dépassement de soi, toutes ces valeurs-là. Est-ce que j'ai envie de, et qui est propre au foot comme à tous les sports, est-ce que du coup j'ai envie de dire, est-ce qu'une forme d'autorité indépendante qui soit plus, peut-être mettait plutôt conseil qu'autorité, ne serait pas quelque chose qui serait profitable pour tout le monde, de manière donc, j'ai envie de dire, à être dans un espace où notamment la stratégie audiovisuelle soit un sujet de discussion, mais large avec tous les acteurs, auxquels donc il peut y être associé aussi d'autres dimensions justement du sport. Parce que, bon, j'aime bien le rappeler, mais nous, on se rend compte quand même qu'il va falloir, outre développer une solidarité nécessaire, donc une promotion nécessaire du sport féminin, je pense que l'autre sujet va être peut-être également la solidarité entre les disciplines. On voit que la valorisation des droits TV a été, je dirais, est en déclin, voire est devenue inexistante pour le basket, alors qu'il y avait une valorisation jusqu'ici. Et que par contre, donc, la valorisation des droits TV peut être un réel espoir pour d'autres disciplines qui ont besoin de se structurer économiquement et qui ont besoin donc de cette visibilité, ne serait-ce que pour trouver des partenaires économiques, des sponsors. Donc voilà, est-ce qu'à un moment donné, tout ce qu'on dit là ne doit pas aller, j'ai envie de dire, on ne doit pas avoir une structure de soutien qui soit plutôt un conseil du sport professionnel, disons-nous, des sports professionnels? Sur les modalités, je ne suis pas sûr qu'on soit qualifié pour avoir un point de vue, et on ne peut pas se mêler d'affaires qui ne sont pas les nôtres. Vous l'avez compris, nous, notre principal objectif, c'est d'avoir de la prévisibilité, de la rationalité économique au sens large et d'éviter les à-coups spéculatifs tous les 3 ou 4 ans. Après, sur la façon de le faire, est-ce qu'il faut une autorité de plus, je n'ai pas d'avis, et je pense que vous en avez sûrement un. Merci. On essaie de se le forger, cet avis, voilà, par les questions, mais merci de toute façon. Juste, je reviens sur, parce qu'on je dirais que on profite de votre présence, parce que là, pour le coup, pour comprendre aussi, et puis c'est une mission d'information, justement, donc pour éclairer un peu sur tous ces accords et ces spécificités de l'appel d'offres. Là, je veux parler de la relation avec, vous en parlez, vous avez mis en garde, en fait, pas mis en garde, mais
pointé une difficulté déjà du défaut de Mediapro, ou même, je dirais, du principe même de l'appel d'offres, c'est qu'aujourd'hui un candidat peut très bien ne pas accepter de distribuer, enfin, ne pas accepter de signer un accord de distribution avec vous, opérateur. Juste concernant Mediapro, il me semble que vous avez dit qu'il n'y avait pas de négociation de minimum garantie. Est-ce qu'ils vous ont demandé un minimum garantie ou pas, et ce qui sous-tend un objectif en fait d'abonnés? C'est juste pour justement donc avoir un petit peu une clarification sur les objectifs qui étaient attendus par Mediapro au travers de cet accord que vous avez que vous avez signé avec eux, et si un objectif d'abonnés était clairement identifié. Je pense avoir dit qu'on n'avait pas de minimum garantie avec Canal+. Je ne l'ai pas évoqué concernant Mediapro, qui a demandé un minimum garantie très élevé au début et plus raisonnable au moment de conclure. Justement, ce minimum garantie était associé à un nombre d'abonnés, je suppose. Est-ce qu'il vous paraissait raisonnable, raisonné? Est-ce que ça vous a... Enfin, il y a des remarques que vous avez à faire là-dessus? Je ne peux pas vous donner le chiffre, mais vous répondre très clairement, le minimum garanti signé à la fin de la négociation, donc celui qui s'imposait à nous, était effectivement lié à un nombre d'abonnés qui nous a semblé raisonnable, oui. Vous avez évoqué tout à l'heure quelques chiffres très intéressants sur le nombre de chargements d'applications sur les mobiles, sur les appareils mobiles, et ceux qui étaient chargés notamment par les utilisateurs vidéo. Est-ce que vous savez aujourd'hui si c'est plutôt les smartphones qui sont utilisés pour visionner du football, ou si ce sont des tablettes En tout cas, voilà, on sent que c'est quand même quelque chose qui marche, qui semble marcher un peu mieux que peut-être la télévision ou par la box, quoi. Alors sur le support smartphone, tablette, on ne sait pas. Non, on ne sait pas distinguer. On sait distinguer en fonction des systèmes d'exploitation utilisés, mais c'est tout. Donc j'aurais du mal à vous donner davantage d'éléments. Très bien, il me reste moi, je voudrais dire une chose. Il me reste à laisser la parole au rapporteur Non, pour une dernière question. En plus, c'est un sujet qui nous concerne tous les deux, Monsieur le Président. Je profite de ces quelques instants parce qu'on vous a posé beaucoup de questions, et vos clients, vos abonnés vous intéressent. Mais effectivement, on est très curieux de l'évolution des usages, de la consommation du spectacle sportif. D'où ces questions, et d'ailleurs vous y avez répondu et vous avez évoqué des pistes, notamment donc vous avez parlé de l'OTT. Il a beaucoup été évoqué par les différents acteurs qui sont venus, l'allotissement, la qualité aussi de l'allotissement quelque part. À savoir, est-ce que peut-être il y a un lot digital, mais plus précis, plus large, etc., serait quelque chose d'envisagé. Mais non, je fais un peu de pub encore une fois, parce qu'on est des représentants de la nation et on souhaite interroger tous les acteurs. Et effectivement, donc les abonnés, vos abonnés quelque part, donc nous intéressent, mais surtout leurs avis nous intéressent, sur une consultation donc qui se trouve sur le site de l'Assemblée nationale. Je le dis, asnat, donc a2snat.fr/droite TV du sport. Voilà. Donc, à bon entendu, salut. Et en tout cas, je vous remercie pour, je dirais, tout le détail de vos réponses qui vont nous aider, et aussi vos avis qui étaient pour part personnels, j'ai bien compris, mais les questions n'étaient pas pour, enfin, en tout cas, peut-être plus personnelles qu'engageantes pour votre société. Mais vous avez compris que c'est très important pour nous, effectivement, de poser toutes les questions pour pouvoir donc déjà comprendre et faire comprendre ce que derrière, donc je vais dire les droits TV, qu'il y a donc toute une variable économique qui est importante et qu'il faut conforter, voire aussi diversifier. Et c'est tout le but aussi de cette mission, à savoir trouver donc des relais de croissance, j'ai envie de dire, au financement du sport, outre donc cette variable qui est très importante pour nous, puisqu'elle finance le sport amateur, qui sont les droits TV. Voilà, désolé d'avoir été un peu long, mais en tout cas tout ça pour vous remercier d'avoir accepté cette audition en clair.
Merci beaucoup, Monsieur Lombardini, Madame Bartin, pour votre contribution ce matin. À bientôt. Merci à vous. Merci.